Je pense qu'une bonne initiative de la part des grandes écoles françaises serait d'instaurer, je ne dis pas un bureau d'aide, je ne parle même pas d'aide matérielle, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'un jeune polytechnicien marocain peut postuler à un crédit bancaire pour payer ses études. Nous sommes déjà intervenus en tant qu'association auprès de la filiale marocaine de Paribas et auprès de l'Office d'échange marocain pour que le jeune Marocain puisse rembourser en dirhams un crédit études qu'il aurait pris en France. Ce système maintenant est possible et je dois dire que ça devrait résoudre le problème. Encore faut-il qu'en arrivant à l'école polytechnique, il tombe sur quelqu'un qui lui explique que voilà, il y a un guichet bancaire, qu'il y a des possibilités. Donc je crois qu'aujourd'hui on a besoin, vu le nombre important d'élèves que nous envoyons dans les grandes écoles, et vu le fait que, du fait de leur nombre, les moyens de la coopération et les moyens d'État marocains sont limités, mais comment ils trouvent dans les écoles quelqu'un capable de les aiguiller vers la meilleure solution pour qu'ils puissent faire face à ces dépenses. Et je vous dis, nous sommes très inquiets, en tant qu'ancien polytechnicien marocain, du fait qu'un jour nous aurons peut-être un élève qui ne pourra pas suivre les études pour des questions d'argent. Ce sera historique, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Je reviens sur nos classes préparatoires. Je souligne que nous avons autant de préparatoires privés que publics, et ceci pose un gros problème dont je vais vous parler. Parlons d'abord des succès. L'enseignement est assuré par des agrégés de l'enseignement secondaire dont le corps a été créé pour cet objet, à l'image de ce qui se passe en France. Ils n'ont pas les revenus relatifs par rapport aux enseignants, soit du supérieur, soit des lycées secondaires, qui sont ceux des agrégés français. Ils sont dans un système d'enseignement secondaire, ils ne sont pas d'enseignement supérieur, c'est un peu hybride parce qu'ils s'enseignent des étudiants post-bac. Leur situation matérielle doit être revue rapidement avant que se cristallise ce qui est en train d'arriver, à savoir qu'ils donnent des cours à la fois dans les prépas publics et à la fois dans les prépas privés. Les prépas privés, présentant des conditions matérielles moins précaires que les prépas publics, sont de nature à mieux attirer les élèves les plus aisés. Mais dans notre pays, même une famille faiblement aisée, entre le choix d'une école publique, aux conditions matérielles, comme je l'ai dit, fragiles, et une école privée, la famille fera des sacrifices pour l'école privée. Ce qui veut dire que les meilleurs élèves, dans quelques années, risquent de se tourner majoritairement vers les prépas privés, et le système de prépa publique gratuite, qui est la clé de voûte de l'enseignement secondaire marocain, qui est la preuve que notre système marche, qui est la preuve que les agrégés sont de bon niveau, et cette preuve, nous l'avons en particulier par les réussites des élèves au concours français, eh bien ce système peut s'effondrer si les prépas publics ne sont pas fortement soutenus sur un plan budgétaire. C'est la seule façon de préserver la voie démocratique par le mérite que constituent les classes préparatoires publiques, et toute la vigilance nécessaire doit être mise en œuvre afin d'éviter que les préparatoires privés, mieux lotis matériellement, ne prennent le dessus dans l'attraction des meilleurs bacheliers et ne marginalisent les classes gratuites des lycées d'État. Cette tendance est déjà là. Et pour la première fois, une préparatoire privée marocaine vient d'envoyer un jeune à l'école polytechnique. Ça aussi, c'est historique, c'est la première fois. C'est-à-dire que leur niveau est bon. Ça veut dire qu'elles ont les moyens. D'ailleurs, elles n'ont que des profs qui sont en même temps profs dans le public. Alors, c'est pas la peine, je ne crois pas que le moyen soit pas des moyens disciplinaires ou coercitifs d'éviter ça, mais il faut que le prof d'un lycée public ait un statut social et un revenu qui fasse qu'il n'ait pas envie d'aller dans le privé. Et l'enjeu est extrêmement important. Parce que quelles que soient les critiques que nous faisons à notre système d'enseignement public, le fait que ces classes existent et qu'elles aient les succès qu'elles présentent, montre que l'ascenseur social de notre pays n'est pas cassé et que chaque jeune, quel que soit son milieu social, n'est-ce pas, a la possibilité d'aller aussi loin qu'il le peut dans la voie du mérite et de l'excellence. Il est à noter que la société civile marocaine soutient les classes préparatoires. Un nombre croissant d'institutions, fondations de grandes entreprises, associations de parents d'élèves, associations d'anciens élèves de grandes écoles marocaines et françaises interviennent dans le champ du soutien aux classes préparatoires.
Nous faisons en sorte, à travers un collectif que j'ai l'honneur de présider, un collectif d'aide aux classes préparatoires, qu'aucun élève admissible aux écoles françaises ne puisse pas avoir le billet d'avion, c'est facile pour l'instant, un pécule en arrivant en France et un soutien pédagogique avec des professeurs que nous envoyons pour le soutenir. Des choses qui se faisaient avant, il y a 30 ans, le lycée Lyoté, envoyait, avec les quelques Marocains, ils n'étaient pas nombreux, il n'y avait que 2 classes. Ils partaient en France avec le soutien de l'État français, ils avaient un pécule, ils étaient reçus par le Crous, ils passaient leur concours, et un prof du lycée Lyoté les accompagnait. Aujourd'hui, avec nos propres moyens, je disais, fondation d'entreprise, association, ainsi de suite, eh bien, nous réalisons la même chose. Nous envoyons 4 professeurs accompagner les environ 300 admissibles aux écoles françaises que nous avons aujourd'hui par an. Nous prenons tout en charge. L'État marocain ne le fait plus, l'État français ne le fait plus. Et ce n'est pas un problème qu'il ne le fasse plus. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de demander. Je suis en train de demander que même ceux qui n'ont pas de bourse ou qui n'ont pas les moyens trouvent dans vos écoles quelqu'un qui leur indique comment ils vont pouvoir dépasser ces problèmes, n'est-ce pas, d'accès à l'enseignement. Le deuxième pivot qui a arrangé la situation de nos grandes écoles, c'est la mise sur pied d'un concours national commun d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Non seulement ça assure la transparence de la sélection, dont je ne crois pas qu'il n'existait pas avant, mais au moins maintenant elle est insoupçonnable, indiscutable. Et deuxièmement, c'est surtout l'accès des candidats à toutes les écoles de la place à l'intérieur d'un seul concours qui est important. Même l'école des pilotes de le Royal Maroc prend des admissibles de l'écrit du concours national commun. Bien sûr, on rajoute tous les problèmes de psychotechnique, d'aptitude physique, mais on ne peut pas devenir pilote de Royal Maroc si on n'a pas fait le concours national commun aux grandes écoles. Et c'est le cas, n'est-ce pas, pour de plus en plus un grand nombre d'écoles. Je vais terminer en parlant d'une innovation, une autre innovation qui est à souligner et qui aurait satisfait l'Union nationale des étudiants marocains des années 70, dont je disais qu'il aurait souhaité que le système de formation des ingénieurs soit totalement intégré à l'université. Et cette innovation, elle est en train de prendre le pas quantitativement sur les écoles spécialisées, sectorielles. C'est la création en 1994 des facultés des sciences et techniques qui répondaient au souci de donner des débouchés professionnels concrets et immédiats aux étudiants de l'université du Royaume. L'université marocaine, comme l'université française, a toujours été soupçonnée de ne pas faire des professionnels. Et le gouvernement s'est intéressé à cette question, et par la création des FST, il a tenu à donner aux étudiants des licences, qui soient des licences professionnelles, le rendant apte à l'intégration immédiate dans l'économie et l'entreprise. Aujourd'hui, ces FST délivrent déjà des diplômes professionnels de niveau licence et maîtrise, 3 et 4 ans, et se dirigent vers le niveau ingénieur en 5 ans. Alors, tout un tas de passerelles existent entre elles et les grandes écoles. Leurs objectifs rejoignent les objectifs gouvernementaux des 10 000 ingénieurs par an. Elles représentent aujourd'hui 5 000 étudiants par promotion, à comparer aux 2 000 étudiants des grandes écoles spécialisées et des 1 000 étudiants des écoles nationales des sciences appliquées, qui sont aussi des écoles d'ingénieurs, sur le modèle des grandes écoles, mais intégrées à l'université, qui sont aujourd'hui une dizaine, réparties dans tout le territoire, et qui disposent, elles, de préparatoires intégrés, mais avec un système de passerelle avec l'université et les grandes écoles. Donc on parle de 2 000 dans les grandes écoles, 1 000 dans les ENSA, 5 000 dans les FST, niveau licence, maîtrise et ingénieur, et on se rapproche de l'objectif des 10 000 ingénieurs. Donc pour me résumer, les 2 grandes réformes les plus récentes, à savoir mise en place d'un système universitaire de formation des ingénieurs, très semblable en fait, ce ne sont pas réellement des universités d'ingénieurs, c'est plus des grandes écoles ou des enseignements d'ingénieurs tels qu'on les connaît dans les grandes écoles intégrées à l'université, des écoles centrales, comme celles qui existent en France plutôt, qui sont venues renforcer ce réseau de grandes écoles spécialisées sectorielles, qui, elles, ont tendance à occuper le dessus du tableau en formant des ingénieurs généralistes. Donc c'est les grandes écoles parmi les grandes écoles.